Imaginez un monde où chaque battement de votre cœur, chaque minute de votre vie, chaque geste du quotidien est compté, monétisé, transformé en données économiques. Un monde où la liberté n'est pas abolie, mais tarifée. Ce monde, ce n'est pas une fiction dystopique. C'est celui dans lequel nous vivons. Chaque jour, sans même le savoir, nous participons à un gigantesque jeu financier dont les règles ont été écrites il y a des décennies, parfois des siècles, par ceux qui détiennent le pouvoir réel, les gouvernements et les banques. Ce jeu a un objectif simple, maintenir l'ordre, pas l'ordre moral, l'ordre économique. Et pour cela, il existe une arme invisible, silencieuse, redoutablement efficace. La dette. La dette, c'est l'invention la plus puissante de l'histoire moderne, plus efficace que la guerre, plus rentable que le pétrole, plus stable que l'or. C'est une chaîne qui ne se voit pas, mais qui retient tout un peuple. Une promesse gravée dans les chiffres, garantie par la peur, validée par le consentement. Vous ne la sentez pas, mais elle guide vos choix. Où vous vivez, ce que vous achetez, combien vous travaillez, quand vous prenez le risque de dire non. Les gouvernements ont compris depuis longtemps qu'un citoyen endetté est un citoyen docile, qu'un peuple qui rembourse n'a pas le luxe de la révolte, et qu'il suffit d'un peu de confort, d'un peu de distraction, pour transformer l'esclavage en habitude. Voilà le secret le mieux gardé des puissants. La pauvreté n'est pas une erreur du système, elle est le système. Tout commence avec une promesse simple, celle du progrès. On vous dit que l'économie moderne repose sur la croissance, que la dette publique est nécessaire pour investir, que l'inflation est un mal temporaire, que tout cela est pour votre bien. Mais derrière ces mots rassurants se cache une vérité brute. Chaque euro que vous possédez est né d'une dette, et cette dette, quelqu'un doit la payer. Lorsque vous allez à la banque pour un prêt immobilier, vous croyez que la banque vous prête l'argent de ses clients. C'est faux. Elle crée cet argent sur le champ, d'un simple clic. Elle inscrit sur un écran un chiffre qui devient votre crédit. Ce chiffre n'existait pas avant que vous ne signiez. Il est né de votre engagement à le rembourser. La banque ne prête pas de l'argent. Elle prête votre futur. Elle transforme votre promesse en profit immédiat. Et pour ce service, elle vous fait payer un intérêt. Cet intérêt, c'est la rente du système. C'est ce qui alimente les dividendes, les marchés, les États. C'est la taxe invisible du monde moderne. Les gouvernements, eux, ont perfectionné cette mécanique. Lorsqu'ils s'endettent, ils n'empruntent pas auprès de vous. Ils empruntent auprès des marchés, c'est-à-dire auprès de grandes institutions financières qui, elles aussi, créent l'argent par la dette. Les États émettent des obligations, les banques les achètent, les banques centrales garantissent la valeur de tout cela en imprimant de la monnaie. Et cette monnaie, diluée dans le système, réduit la valeur de ce que vous possédez déjà. L'inflation, c'est la manière élégante de vous faire payer pour les dettes des autres. Quand un État imprime de l'argent pour sauver les banques, vous payez. Quand une crise financière éclate, vous payez encore. Quand un plan de relance est annoncé, c'est vous qui financez, par vos impôts, par la hausse des prix, par la stagnation de vos salaires. On vous dit que tout cela est nécessaire pour maintenir la stabilité. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que cette stabilité ne profite pas à tout le monde. Depuis des décennies, chaque crise économique a servi à renforcer le pouvoir des banques et à affaiblir la souveraineté des citoyens. La crise de 2008, par exemple, a été présentée comme une catastrophe du marché libre. En réalité, elle a été une redistribution colossale de richesses. Les grandes banques ont été sauvées par l'argent public. Les responsables ont été indemnisés et les contribuables ont payé la facture. Les États ont emprunté encore plus et cette dette, accumulée au nom du sauvetage de l'économie, justifie aujourd'hui des politiques d'austérité qui touchent les plus modestes. C'est le génie du système. Il transforme chaque effondrement en opportunité de consolidation. Chaque crise devient une excuse pour renforcer les règles du jeu au profit de ceux qui les écrivent. Les dettes publiques augmentent, les programmes sociaux se réduisent, la fiscalité devient punitive pour les travailleurs, permissive pour les investisseurs. La pauvreté devient structurelle et la richesse héréditaire. Mais il serait trop simple de blâmer uniquement les banques, car les gouvernements participent volontairement à cette architecture. Ils savent que la dette est un outil de pouvoir. En entretenant une population endettée, ils s'assurent d'un contrôle social presque parfait. Vous ne faites pas grève si vous avez un crédit à rembourser. Vous ne partez pas si votre emploi finance votre prêt.
ne protestez pas si la peur de tout perdre vous retient. L'économie moderne repose sur une émotion, la peur de manquer. Et pour entretenir cette peur, il faut un récit. Le récit du mérite, de la réussite individuelle, de la croissance infinie. On vous dit, travaillez dur, économisez, investissez. Mais on oublie de préciser que le jeu est truqué. Pendant que vous épargnez quelques centaines d'euros, les marchés déplacent des milliards en un clic. Pendant que vous payez des impôts, les grandes entreprises déplacent leurs profits vers des paradis fiscaux. Pendant que vous vous battez pour acheter un appartement, des fonds d'investissement achètent des quartiers entiers. Les gouvernements ne combattent pas ce système, ils en dépendent, car la richesse des marchés, c'est leur oxygène. Une chute de la bourse, et c'est tout un pays qui s'effondre. Un retrait massif de capitaux, et les dirigeants tremblent. Les décisions politiques ne se prennent plus dans les parlements, mais dans les salles de marché. Les taux d'intérêt déterminent la stabilité d'un État plus sûrement que les votes de ses citoyens. Pour maintenir ce fragile équilibre, il faut entretenir l'illusion de la prospérité. On crée donc de la croissance artificielle, par la dette. On pousse les ménages à consommer, même s'ils n'ont plus les moyens. On leur vend des crédits pour les voitures, les maisons, les études, les vacances. Chaque besoin devient une opportunité de profit, et chaque profit alimente les dividendes d'un système qui ne produit plus de richesse réelle, mais de la dépendance. Cette dépendance, c'est la clé. Elle se nourrit de la psychologie. Les gouvernements savent qu'un citoyen stressé, endetté, épuisé par la course quotidienne, n'a plus le temps de questionner le système. Il n'a plus l'énergie de comprendre les mécanismes invisibles qui l'enferment. Alors on lui donne des distractions, des écrans, des polémiques. On le divise par des débats stériles pour qu'il oublie l'essentiel. Sa vie entière est adossée à un modèle de dette perpétuelle. Et quand il commence à se réveiller, on lui parle de solutions. L'investissement, la retraite, les assurances-vie. Mais toutes ces solutions passent par les mêmes institutions. Vous cherchez à sortir du piège en empruntant une autre porte, mais le bâtiment est le même. Les gouvernements, eux, jouent sur deux tableaux. D'un côté, ils s'endettent pour financer des promesses électorales. De l'autre, ils vous font culpabiliser pour le poids de la dette publique. Ils vous disent qu'il faut faire des efforts, réduire les dépenses, moderniser l'État. Et ces efforts, ce sont toujours les mêmes qui les paient, les classes moyennes, les travailleurs, les retraités. Pendant ce temps, les multinationales continuent de bénéficier d'exonérations, de niches fiscales, de subventions. La dette publique n'est pas un accident, c'est un instrument de discipline. Plus elle augmente, plus on justifie la privatisation des services essentiels. Plus on coupe dans les budgets sociaux, plus la pauvreté augmente. Et plus la pauvreté augmente, plus les gens dépendent du crédit. C'est un cercle parfait, une symphonie d'addiction économique. Mais ce système n'est pas né d'hier. Il plonge ses racines dans l'histoire même de la monnaie. Pendant des siècles, la dette a été un outil de domination. Dans l'Antiquité, les rois prêtaient aux paysans, puis les prenaient comme esclaves lorsqu'ils ne pouvaient pas rembourser. Au Moyen Âge, les États s'endettaient auprès des banquiers génois ou florentins pour financer leurs guerres. Chaque conquête, chaque empire, chaque révolution a été financée à crédit. La dette est le sang des civilisations. Et ceux qui la contrôlent les royaumes. Aujourd'hui, rien n'a changé. Simplement, les chaînes sont devenues numériques. Les banques centrales créent la monnaie d'un simple signal électronique. Les dettes circulent d'un continent à l'autre en quelques millisecondes. Les gouvernements dépensent des milliards qu'ils n'ont pas, en promettant que la croissance future les remboursera. Mais cette croissance n'arrive jamais vraiment. Alors on refinance, on reporte, on restructure. Et pendant que les chiffres s'empilent, la vie réelle se fragilise. L'inflation, cette vieille ennemie silencieuse, est devenue l'arme préférée des États modernes. Elle détruit lentement la valeur de votre travail, sans que vous puissiez vous défendre. Vous gagnez autant, mais vous achetez moins. Vos efforts valent de moins en moins. Et pendant que votre pouvoir d'achat s'effrite, les gouvernements annoncent des aides exceptionnelles, des chèques énergie, des boucliers. Ce ne sont pas des solutions, ce sont des anesthésiants. Derrière tout cela, il y a une logique froide. Pour qu'un système basé sur la dette fonctionne, il faut que la majorité reste pauvre, pas misérable,
Pauvres juste assez pour avoir besoin de travailler, consommer et espérer. C'est cette fine frontière qui maintient l'équilibre. Trop de richesse collective, et le système s'effondre. Trop de misère, et il explose. Alors on gère la pauvreté comme une variable économique, un thermostat social. Les gouvernements disposent, pour cela, de plusieurs leviers. La fiscalité d'abord. Présentée comme un outil de justice, elle est souvent une arme de contrôle. Les impôts directs, la TVA, les taxes sur l'énergie frappent d'abord les plus modestes. Pendant ce temps, les grandes fortunes déplacent leur argent légalement, grâce à des lois écrites sur mesure. Ensuite, la politique monétaire, les taux d'intérêt, la masse monétaire, les politiques d'achat d'actifs. Ces décisions, prises dans le secret des banques centrales, ont plus d'impact sur votre vie quotidienne que n'importe quelle loi votée au Parlement. Et enfin, la dette morale. Cette idée insidieuse que vous devez quelque chose à la société, que si vous n'y arrivez pas, c'est votre faute. Cette idée a colonisé nos esprits. Elle a transformé la pauvreté en honte, le travail en survie, la résilience en vertu. On vous apprend à blâmer les pauvres pour leur pauvreté, à admirer les riches pour leur chance, à accepter l'injustice comme un état naturel. C'est la plus grande réussite du système, avoir fait de la servitude une valeur morale. Mais derrière ces structures, il y a un phénomène encore plus dangereux, la numérisation totale de la finance. L'arrivée des monnaies numériques de banques centrales va transformer le rapport à l'argent. Dans ce futur proche, vous ne posséderez plus de billets, plus de pièces. Tout sera traçable, programmable. L'État pourra contrôler où, quand et comment vous dépensez votre argent. Un simple algorithme pourra restreindre vos achats, bloquer vos transferts, ajuster vos impôts en temps réel. Et si un jour votre comportement dérange, on ne vous enfermera pas. On désactivera simplement votre portefeuille. Ce futur est déjà en construction. Derrière les discours sur la modernité, la transparence et la sécurité, se cache une promesse inquiétante, celle d'un contrôle absolu de la population par la finance. Ce ne sera plus la police qui surveillera vos gestes, mais la monnaie elle-même. Une monnaie intelligente, obéissante, mais pas libre. Face à cela, que faire? D'abord, comprendre. La connaissance est la première forme de liberté. Tant que les citoyens ignoreront comment l'argent est créé, distribué, manipulé, ils resteront prisonniers. Ensuite, se réapproprier l'économie réelle, soutenir les circuits locaux, les coopératives, les monnaies alternatives. Repenser la valeur non pas en termes de chiffres, mais en termes de temps, d'entraide, de savoir. Car le système, aussi puissant soit-il, repose sur une illusion, celle de votre consentement. Tant que vous croyez qu'il n'y a pas d'alternative, il gagne. Mais l'histoire montre que tout système de domination finit par s'effondrer, non pas quand ses chaînes se brisent, mais quand les gens cessent d'y croire. Les gouvernements peuvent bien manipuler les taux, les banques peuvent bien inventer de nouvelles dettes, les marchés peuvent bien créer des bulles artificielles. Tout cela repose sur une seule chose, votre confiance. Et cette confiance, vous pouvez la retirer à tout moment. Le jour où les citoyens comprendront qu'ils n'ont pas besoin de ce système pour exister, ce jour-là, l'édifice tremblera. Parce que la richesse réelle n'a jamais été dans les bilans des banques, mais dans la capacité des êtres humains à produire, créer, échanger, s'organiser. La pauvreté imposée n'est qu'un outil de domination. La véritable richesse, c'est la liberté de penser, de refuser, de bâtir autrement. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un gouvernement parler de crise, demandez-vous, une crise pour qui? Quand on parle d'austérité, qui s'appauvrit vraiment? Quand on parle de dette publique, qui encaisse les intérêts? Et surtout, à qui profite votre peur? Parce qu'au fond, le plus grand secret des gouvernements n'est pas qu'ils veulent vous garder pauvre, c'est qu'ils veulent vous garder endormi. Et il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les chaînes ne sont pas en fer. Elles sont faites de chiffres, et qu'il suffit d'apprendre à les lire pour commencer à les briser.